Je vais vous présenter les résultats d'un projet collectif de recherche qui s'appelle le projet Noctambule et qui réalise un suivi scientifique d'un spectacle qui s'appelle Une nuit entre parenthèses et qui a été réalisé par la compagnie La Folie Kilomètre. Donc ça nous a particulièrement intéressés parce que l'idée était de vivre une crue et de voir comment un spectacle peut sensibiliser au risque inondation. Donc par là, on rejoint aussi les objectifs de formation de l'école H2O. Alors ce spectacle, Une nuit entre parenthèses, a été proposé au départ dans le cadre d'un appel à projet du plan Rhône en 2017. Et cet appel à projet portait sur la culture du risque. Donc il s'agissait de trouver des voies nouvelles de sensibilisation des populations au risque inondation pour sensibiliser et informer l'ensemble des citoyens. Donc la Folie Kilomètre a été lauréate de cet projet et c'est une compagnie qui fait de l'art vivant et qui qualifie ses créations, donc je cite de leur site internet, d'expériences à vivre plus que de représentations auxquelles on assiste. Et donc de ce point de vue-là, Une nuit entre parenthèses ne dédonne pas du tout, puisque ce spectacle invite les spectateurs à vivre un épisode d'inondation et ils sont évacués dans un gymnase pendant une nuit complète, donc de 18h le soir à 11h le lendemain matin. Et donc notre suivi scientifique s'intègre à la dramaturgie de ce spectacle, ce qui lui donne une tonalité un petit peu particulière, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, dans ce contexte-là, notre questionnement était comment un spectacle immersif centré sur l'inondation peut-il changer les représentations attachées au fleuve et sensibiliser au risque inondation. Et donc on avait une équipe pluridisciplinaire composée de géographes, d'urbanistes et d'anthropologues qui se sont penchés sur cette question. On a pu bénéficier dans ce contexte-là donc d'un financement de l'EUR, H2O, et du LABEX Simu. Donc le spectacle a été mené dans 4 villes le long du Rhône et de la Saône. Il y a eu au final 7 représentations. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, c'est finalement un mini laboratoire, puisque ce spectacle avait lieu en un temps, un lieu avec des acteurs. Donc le lieu, c'est un gymnase aménagé pour le spectacle qui reproduit réellement des conditions d'évacuation. Vous avez à droite le plan du gymnase tel qu'il a été réalisé à Salles-sur-Sanne. Une durée, 16 heures, au cours desquelles les personnes pouvaient vivre à huis clos dans ce gymnase, et des acteurs, donc des membres de la Folie Kilomètre, qui incarnaient différents rôles au cours de la soirée, des complices, ça ce sera très important aussi, on verra par rapport aux objectifs d'H2O, qui sont des experts qui sont souvent en lien avec la gestion des risques et qui jouent leur propre rôle dans le spectacle, et puis des spectateurs-acteurs, puisqu'on va voir aussi qui s'investissent au cours de la soirée et qui jouent aussi des rôles. Donc rapidement, je vais vous présenter la chronologie du spectacle pour que vous compreniez bien un petit peu comment ça se passait. Donc le chapitre 1, les gens étaient amenés à se donner rendez-vous dans un endroit. On leur proposait une activité particulière. Ça peut être varié en fonction des villes, des apprentissages au massage cardiaque, des visites de musées. Et puis cette activité était brutalement arrêtée par une sirène qui retentissait. Et donc les personnes étaient évacuées en bus dans un gymnase. Donc c'est le début du chapitre 2 où les gens, vous voyez que c'est un moment où ils vont investir l'espace, se familiariser avec les lieux. Ils vont se créer des espaces à eux aussi. Ils vont monter les lits pour la nuit, commencer à préparer le repas. Et puis ce chapitre 2, c'est un moment aussi où on a plusieurs temps forts du spectacle. Donc le repas qui est un grand moment de convivialité. Une réunion de crise où des experts vont parler aux spectateurs de la crise et une conférence de presse où les spectateurs vont pouvoir avoir à interagir avec des acteurs qui incarnent les représentants de l'État et des élus. Mais nous y reviendrons. Donc cette conférence de presse, elle est brutalement interrompue par une coupure de courant et on passe au chapitre 3 qui est une partie un peu plus spectaculaire au sens littéral, c'est-à-dire qu'avant le coucher, on va reprendre les codes habituels d'un spectacle et on a des spectateurs captifs qui vont regarder les acteurs se produire. La nuit se passe et puis le chapitre 5 est la décrue. Les spectateurs vont être réveillés par un ballet de serpillière et puis on va les emmener le long des berges du fleuve où ils vont pouvoir visiter le musée des objets délaissés qui sont les laisses de crue. Et puis, après avoir déjeuné et envoyé une petite carte postale à leurs proches pour être rassurés, le spectacle se termine.
Voilà, donc là-dessus, nous, on jouait un rôle de scientifique. Donc, on a mis en place un protocole assez classique en matière de sciences sociales. Donc, avec de l'observation participante, où bien sûr, on regardait tout ce qui se passait au cours de la soirée, on analysait tous les événements qui pouvaient se produire, les discussions, etc. Des entretiens semi-directifs. Donc, au cours de la soirée, on a pu interroger 33 spectateurs. L'ensemble des entretiens ont été enregistrés, retranscrits et traités par un analyste de contenu, et puis un petit questionnaire. Je voulais quand même attirer votre attention sur la posture particulière qu'on avait dans le cadre de ce projet, puisqu'on était à la fois scientifique, mais on était aussi acteurs, puisque en fait, on était des complices et nos entretiens se passaient dans le cadre du point écoute. Vous avez une photo en haut à droite qui est d'habitude un point d'écoute psychologique où les gens viennent se confier, essayer de dépasser leurs peurs et leurs angoisses. Ça a pu donner lieu à des circonstances un peu particulières. Par exemple, Agathe, notre stagiaire, qui a participé aux 7 représentations, une fois, une dame est venue en lui disant « Oh là là, elle était à fond dans son rôle et elle incarnait vraiment son personnage et elle venait la voir en disant oh, « Je suis vraiment très stressée, ça va pas du tout, il faut que je parle avec vous, je suis très très angoissée. » Et donc là-dessus, Agathe a dû finalement entrer dans son jeu, commencer à jouer avec elle, tout en se rappelant qu'elle était scientifique, qu'elle avait des objectifs derrière. Donc voilà, on avait une posture qui n'était pas facile, mais qui était tout à fait intéressante et qui mérite de se questionner un peu dans le cadre de ce projet. Alors, qui participe à ce projet? Eh ben, on se rend compte que finalement, c'est un public jeune, puisque la moyenne d'âge est de 36 ans, un public relativement éduqué, une majorité de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Et puis, si on s'intéresse plus dans le détail, on se rend compte qu'en fait, beaucoup des spectateurs provenaient du monde du spectacle et en particulier de l'art vivant. Et puis, avec le graphique, vous voyez aussi qu'on observe que les gens sont globalement des gens peu exposés au risque d'inondation ou en tout cas qui le perçoivent comme tel. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que finalement, ils hiérarchisent d'autres types de risques qui les concernent davantage au quotidien. Ça y est. Donc, le résultat de nos analyses montre que finalement, le spectacle, il joue sur 3 leviers principaux. Un levier expérientiel et participatif, un levier cognitif et un levier poétique. Et je vais revenir en détail sur chacun de ces 3 leviers. Le levier cognitif, il s'agit essentiellement de comprendre la crue, comprendre le risque. Et c'est essentiellement dans le cadre de la réunion de crise que finalement ces enjeux de transfert de savoir trouvaient une manifestation. Donc cette réunion de crise, on avait des experts, souvent de la gestion des crues, ça pouvait être des agents des services de l'État, des bénévoles de la sécurité civile, qui venaient parler du risque aux spectateurs. Et donc là, vous avez deux citations d'entretien qui montrent l'ambivalence de ce type de démarche. Le premier, qui est plutôt enthousiaste et positif, nous dit « Lorsque nous étions avec les scientifiques, c'était pareil, on oublie le temps. Tu réfléchis vraiment à la question de la crise et à comment faire, à ce qu'il se passe et à d'où cela vient. » Donc on sent qu'il y a eu un vrai dialogue et un vrai passage d'informations entre l'expert et cette personne. Le deuxième, on voit que ça a été beaucoup plus difficile. On a regardé un peu les trucs, mais j'ai trouvé ça trop technique. J'ai essayé de regarder, c'est trop abstrait pour moi, c'est trop scientifique, je ne comprends rien. Donc, on voit que finalement, ces dispositifs classiques de formation, de transfert de savoir, n'est pas adapté pour tout le monde. Et donc, ça invite à imaginer d'autres outils de sensibilisation qui mobilisent d'autres ressorts que la cognition. Et c'est précisément ce qui a été proposé dans le cadre du spectacle. Donc, j'en viens au levier poétique. En fait, c'est un spectacle au cours duquel 4 voix simultanées évoquent la question du risque sous l'angle des arts et des sciences. Donc, on a une voix philosophique qui raconte des corpus de textes et des émissions de radio qui sont retranscrites et jouées par un comédien. On a une voix de science-fiction qui est une fiction écrite sur le Rhône en 2118, où on imagine que le fleuve a été complètement canalisé et que plus personne ne sait qu'il existe. On a une voix mythologique qui raconte des légendes et des mythes qui sont liés au fleuve Rhône. Et on a une voix sociologique qui est réécrite à chaque représentation à partir des réponses à un petit questionnaire et où chacun des spectateurs est cité au moins une fois. Donc, on est
c'est un récit hein, sur le risque entre passé, présent et futur, entre mythe et réalité. Et finalement, à travers la rencontre de chacune des voix, se dessine le fait que le risque inondation traverse toutes les époques, toutes les cultures, et qu'elles font l'objet de représentations différentes de la relation homme-fleuve. Et c'est une invitation à se détacher de l'immédiateté de l'action pour proposer au spectateur une réflexion inscrite dans le temps long et dans les choix de société. Et finalement, avec la citation qui est présentée en haut à droite, que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est un peu longue, mais on se rend compte que tous ces discours parallèles font résonner des expériences personnelles qui amènent à s'interroger sur le lien homme-fleuve et sur la manière dont ce dernier doit être géré. Donc on voit que voilà, par cet aspect poétique, finalement, ça crée aussi des questions qui viennent résonner dans les différents spectateurs. Finalement, le levier expérientiel et participatif, je termine par ça, puisque c'est vraiment celui qui est au cœur du spectacle. Chaque joueur et chaque spectateur est invité à jouer son propre rôle. Par exemple, ici, vous avez un tableau des ressources qui était présent et où chacun peut venir proposer son aide ou mentionner ses compétences. Donc, ça peut être le montage des lits, ça peut être la préparation des repas. Et donc, d'après nos résultats, ce volet participatif et expérientiel, il opère de plusieurs manières sur la représentation du risque. D'abord, il fait émerger des questionnements concrets derrière le jeu. C'est un peu la question de « Ah oui, et moi, finalement, face au risque, où est-ce que je me situe ?» Je vais vous raconter une anecdote. À un moment d'un spectacle, donc on a cette conférence de presse où les spectateurs sont invités à entrer en dialogue avec des représentants des services de l'État et des élus locaux. Et il se trouve qu'à Salles-sur-Sanne, c'était de vrais élus locaux qui étaient présents, qui avaient accepté de jouer le jeu. Et il faut savoir que Salles-sur-Sanne, c'est une commune où on a un risque technologique très présent du fait de la présence d'usines chimiques dangereuses. Voilà. Et donc, à un moment, quelqu'un du spectacle a posé la question « Bonjour, j'aurais voulu savoir où en sont les usines chimiques par rapport à l'inondation en cours ?» Et là, les élus se sont regardés, on a senti que ils n'avaient pas forcément envie d'entrer sur ce sujet-là. Et donc, on voit que derrière le jeu se posent de réelles questions. Et donc les personnes s'interrogent sur leur territoire, leur rapport au risque et finalement où est-ce qu'ils se situent là-dedans. Le deuxième aspect, il est lié au fait que par cette expérience, les gens vont pouvoir faire l'expérience d'émotions négatives, l'inconfort. Certains, vous avez dans le tableau tout ce qu'on a relevé dans les entretiens. Certains ont eu froid, certains ont eu faim, certains se sont ennuyés. Donc voilà, à un moment, c'était pas toujours très agréable. Et puis des émotions positives, vous voyez qu'elles sont majoritaires, qui sont essentiellement liées à la convivialité, l'entraide, l'empathie, etc. Et donc finalement, l'expérience de ces émotions permet d'une certaine manière de prendre la mesure de la crise. Je n'ai pas du tout envie de vivre ça en vrai, dans mon quotidien, mais aussi de réagir dans la crise et de s'interroger sur « Ah oui, mais quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je peux mobiliser pour faire face à une crise comme celle-ci ?» Et enfin, ce spectacle a, selon nous, pu créer une communauté éphémère qui partage une expérience autour d'une crue fictive, certes, mais qui a aussi des extensions dans le réel. Et on a pu constater, par exemple, que pendant les repas, beaucoup des personnes présentes parlaient de la crue, d'expériences antérieures qu'ils avaient pu déjà vivre et échanger sur ce sujet-là. Donc on voit que ça crée une vraie communauté centrée autour de cet événement. Le deuxième aspect, c'est pour les complices. Ça leur permet de tester des protocoles, de questionner leurs pratiques aussi de gestion de crise. À droite, vous avez la citation d'un bénévole de la sécurité civile, tout à fait intéressante. Il nous dit « Nous, on a plutôt l'habitude de tout gérer pour les sinistrés, de tout leur amener, tout cuit dans le bec, de tout faire à leur place dans ces situations. Ici, c'est intéressant parce que je me dis que ce serait peut-être intéressant de les inviter à agir aussi, à aider pour les repas, par exemple. Peut-être que ça éviterait à certaines personnes d'être prostrées et de ruminer leur peur sur l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison, sur le chat qui est resté sur place. » Donc on voit que quand on parle de formation aussi, à l'eau, aux inondations, à la gestion de crise, finalement des dispositifs comme celui-ci peuvent amener à comprendre, penser des voies alternatives de travailler. Voilà, donc pour conclure, on voit que finalement des représentations artistiques
propose aussi des dispositifs multiples qui permettent aux participants de réfléchir avec les outils et les situations de leur choix à l'expérience d'une évacuation en temps de crue. C'est aussi des dispositifs qui nous permettent de répéter, de prendre des idées ou de réinterroger des protocoles de gestion de crise. Et puis, enfin là, ce sera le petit bémol, ce sont des dispositifs qui sont toutefois difficiles à mettre en place à de large échelle. Hein, la compagnie La Folie Kilomètre a beaucoup de mal à ancrer ces spectacles dans les territoires parce qu'il faut trouver des lieux, il faut trouver des complices, il faut trouver du matériel et ça a été très très compliqué. Et c'est également assez difficile de toucher un public naïf, finalement les simples riverains, s'ils ne sont pas déjà acquis à l'art vivant. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'il faudrait travailler, mais on se rend compte quand même que ce sont des dispositifs qui sont intéressants pour penser autrement la sensibilisation et autrement la formation en lien avec la relation homme-fleuve.